Salut tout le monde. On a déjà vu dans la vidéo précédente les ondes progressives. Maintenant, on ajoute le terme périodique, c'est-à-dire onde mécanique progressive périodique. Dans ce chapitre, l'objectif, c'est de reconnaître qu'est-ce qu'une onde progressive périodique et de connaître aussi l'onde progressive sinusoïdale et de déterminer analytiquement et expérimentalement soit la période et aussi la longueur d'onde. De connaître et d'utiliser la relation lambda est égal à Vt et de connaître la signification de chaque terme. Lambda la longueur d'onde, V la vitesse ou la célérité d'onde et T la période. Ensuite, il faut savoir le phénomène de diffraction et aussi le phénomène de dispersion. Premier paragraphe, donc je prends deux expériences en utilisant le diapason et un flûte. Donc ici, le signal de diapason, on voit que ce signal se répète au bout d'un certain temps, TD. Donc entre deux maximums, on a une période TD, donc même chose ici. Entre ces deux maximums, on a la même durée TD. Même chose pour la deuxième signal. Le signal se répète au bout d'une période TF, entre deux minimums ou bien entre deux maximums. Donc, le phénomène est dit périodique s'il se répète identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Donc ici, on a TD, même chose ici, on a TD. Donc, c'est un signal périodique. Si une onde mécanique progressive est émise par une source animée d'un mouvement périodique, donc on dit que l'onde mécanique progressive périodique. Comme exemple, la corde tendue de façon périodique est l'onde sur la surface de l'eau ou bien l'onde créée par un diapason. Maintenant, on va parler sur la double périodicité. Donc, premier mot, ici on a Y en fonction de T. Y l'élongation, T c'est le temps. Et on a un signal comme suit. Donc, pour déterminer T, c'est-à-dire la période, donc je mesure le temps entre deux maximums successifs. Donc la période, je le détermine analytiquement. On peut utiliser ensuite un stroboscope qui donne deux éclairs successifs et si je règle mon stroboscope sur une durée de T, c'est-à-dire T strobo est égal à T, donc le milieu semble immobile. Et si T strobo supérieur à T, on dit que, ou bien on observe un mouvement apparent ralenti de même sens que celui du mouvement réel. Par contre, si T strobo il est inférieur à T, on observe un mouvement apparent ralenti en sens inverse de celui du mouvement réel. Maintenant, deuxième type, périodicité spatiale. Donc, Y, l'élongation, dépend de X, de l'espace. Donc, soit X, Y ou bien Z. Donc, je mesure lambda entre deux maximums. Donc, X, c'est une distance. Donc, lambda aussi, c'est une distance. Donc, on peut dire que la période spatiale, ou appelée aussi la longueur d'onde, la plus courte distance de répétition de cette onde. On voit que l'onde se répète au bout de cette distance lambda. Ou bien on dit la distance parcourue par l'onde durant une période
temporelle t. Et on voit l'expérience suivante. Maintenant, on parle sur la relation qui lie ces grandeurs-là. Si je considère V la vitesse ou bien la célérité de l'onde, alors V, c'est toujours une distance par unité de temps. Donc c'est lambda, c'est-à-dire la période spatiale divisée par la période temporelle. C'est-à-dire lambda est égal à Vt. Avec T est égal à 1 sur F, et F correspond au nombre de périodes temporelles contenues dans une seconde. Il est exprimé en Hertz. Troisième paragraphe, on parle du cas sinusoïdal. C'est-à-dire, on a une onde mécanique progressive périodique, mais dans ce cas, on parle aussi de sinusoïdal qui s'écrit comme suit. S de t est égal à A cos oméga t plus phi. Avec S de t, c'est un signal quelconque, mais obligatoirement sinusoïdal. A, c'est l'amplitude du signal. Elle a la même unité que S. Oméga est égal à 2pi sur t, c'est la pulsation du signal. Phi, c'est la phase du signal initial, c'est-à-dire à t est égal à 0. Si je mets ici t est égal à 0, donc le signal devient S de t est égal à A cos. Donc phi, c'est la phase initiale. On a aussi la phase instantanée, c'est-à-dire à l'instant t quelconque. Donc oméga t plus phi. Si je veux la phase à l'instant t, par exemple, une seconde, je fais le calcul oméga fois 1 seconde plus phi. Comme exemple, l'onde sonore émise par un diapason. Donc le signal, il est sinusoïdal. Ou bien sur la surface de l'eau. Donc on a ici l'élongation ou bien le signal S de t en fonction de t. Donc le temps entre deux maximums ou bien entre deux minimums, c'est la période temporelle t. Si je veux, ou bien si je cherche la valeur de l'amplitude A, je fais la projection du maximum, la projection orthogonale de maximum sur S de t, et je prends la valeur. On remarque ici, si oméga t plus phi est égal à 2 npi, par exemple, si je prends oméga t plus phi est égal à 2pi, donc cos de pi c'est 1, donc S de t est égal à A. Donc la valeur, il est maximale. Si n est égal à 2, donc on trouve 2 fois 2 c'est 4, donc 4pi. Cos 4pi est égal à 1, donc S de t est égal à A. Donc toujours, si on a 2 npi, oméga t plus phi est égal à 2 npi, donc toujours on a un maximum A. Par contre, si oméga t plus phi est égal à 2n moins 1 pi, ou bien 2n plus 1 pi, donc je trouve moins. Voilà, donc ici, je parle des remarques. Donc la gamme de fréquences des ondes sonores audibles par l'onde, la fréquence, il est compris entre 20 Hz et 20 kHz. En dessous, on parle de l'infrason, et au-delà, on parle de ultrason. Deuxième remarque, si on a un signal sinusoïdal, et la distance entre deux points M' est égale à lambda, donc on dit que M' vibre en phase. Même chose ici, M', M2', la longueur ou bien la distance entre ces deux points est égale à lambda, donc M', M2' sont en phase. Donc je conclus que M', et M2' sont tous vibrent en phase. Troisième remarque, pour une meilleure précision
pour calculer la longueur d'onde lambda. Donc, ici, si je prends ce signal-là, on a des franges brillantes représentées par des traits et au milieu, les franges sombres. Donc, en vert, on a la distance lambda, la longueur d'onde lambda. Donc, pour calculer cette valeur, je prends une distance bien déterminée ici, d en rouge. Donc, je fais le calcul, d est égal à 1, 2, 3, 4 lambda. Donc, d est égal à 4 lambda. Donc, lambda, c'est d sur 4. Pour faire une mesure plus précise. Même chose ici. Donc, entre le premier, ou bien la source et le premier cercle, la première cercle, donc, on a une distance d1 qui est aussi la longueur d'onde lambda. Donc, la valeur de d2, on compte ici lambda, première lambda, deuxième lambda, troisième lambda. Donc, d2 est égal à 3 lambda. Donc, lambda est égal à d2 sur 3. Maintenant, on parle de phénomène de diffraction. Donc, je considère une onde plane périodique, onde incident plane, de longueur d'onde lambda, rencontre un obstacle ou une ouverture. Dans cet exemple, je prends une ouverture. D'accord? Donc, et je prends une dimension A de cette ouverture. Même chose dans le cas numéro 2. Je prends une dimension pour A. Dans le premier cas, on voit que A il est supérieur à lambda. Donc, l'onde émergente, elle reste presque parallèle. Mais dans le deuxième cas, si A il est inférieur ou égal à lambda, on voit que le sens ou bien la direction de l'onde se modifie. Donc, on parle de phénomène de diffraction. Donc, je vous donne qui illustre tout ça. Donc, conclusion, définition de phénomène de diffraction. La diffraction est une modification de la direction de propagation d'une onde alors de sa rencontre avec un obstacle ou bien une ouverture de petite dimension A inférieure ou égale à lambda. Une remarque ici, lors du phénomène de diffraction, la célérité, c'est-à-dire la vitesse de propagation de l'onde, ou bien sa fréquence de l'onde, ne sont pas modifiées. C'est-à-dire, ici on a la longueur d'onde lambda pour l'onde incidente, pour l'angle réfracté, on a aussi la longueur d'onde lambda, ne change pas. Ici, si on a une vitesse V, il reste la même ici, il ne change pas. Dernier phénomène, c'est le phénomène de dispersion. Dans un milieu dispersif, la vitesse de propagation de l'onde dépend de la fréquence, c'est-à-dire V, il est en fonction de F. Donc, tous les milieux, sauf le vide, sont plus ou moins dispersifs. Par exemple, la surface de l'eau, ou bien le prisme. Donc, ce sont des milieux dispersifs. Sauf le vide, il n'est pas dispersif. Je fais une remarque ici, qui est reliée à l'air. Donc, si l'air est un peu, ou bien est peu dispersif.
pour la lumière, car son indice de réfraction est égal à 1. Donc il se comporte optiquement comme le vide, c'est-à-dire c'est un milieu non dispersif. Il se comporte comme un milieu non dispersif. Donc, par exemple, si je fais l'exemple de concert avec une note différente, par exemple Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, etc., je vais simultanément arriver au même moment à l'oreille. Donc ici, je parle d'un milieu non dispersif. Maintenant, je veux citer quelques exercices. Donc, premier exercice, à l'aide d'un microphone, on visualise sur la voie A d'un oscilloscope le son émis par un instrument de musique. On obtient la courbe ci-dessous. Les réglages de l'oscilloscope sont sensibilité de la voie A 100 mV par division et le balayage 0,5 millisecondes par division. Première question, déterminer la période du son. Deuxième question, déduire la longueur d'onde, sachant que la célérité de son est 340 mètres par seconde. Donc pour la première question, si je fais le calcul de la période entre deux maximums successifs, alors la mesure n'est pas précise. Donc, je dois compter deux périodes, car la valeur ici, elle est bien précise. Donc, ici, on a une période T, et ici, on a une période T. Donc, la mesure, ici, c'est on a 2T. Donc, 2T est égal à quoi? Est égal, je compte le nombre de divisions, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on a 9 divisions. Donc, 2T est égal à 9 divisions fois la sensibilité horizontale, car je mesure horizontalement. Donc, fois 0,5 millisecondes par division. Donc, 9 divisions fois 0,5 millisecondes par division est égal à 4,5 millisecondes. Donc, T est égal à 4,5 millisecondes divisé par 2. Donc, le résultat final, 2,25 millisecondes. Deuxième question, déduire la longueur d'onde, sachant que la célérité du son est 340 mètres par seconde. Donc, j'utilise la relation lambda est égal à Vt. Donc, je remplace chaque terme par sa valeur. V est égal à 340 mètres par seconde fois T, 2,25, et je la transforme en secondes, donc je multiplie par 10 moins 3, est égal à 0,765 mètres. Ici, je fais une remarque. Donc, si je mesure la fréquence F qui est égale à 1 sur T, donc 1 sur T est égal à 2,25 et je la transforme en secondes, je multiplie par 10 moins 3. Le résultat, c'est 444,44 Hz. Donc, je vois que F elle est compris entre 20 Hz et 20 kHz. Donc, cette onde est audible par l'homme. Deuxième exercice, la loi horaire de mouvement de S, un source quelconque, est sinusoïdale et donnée par cette relation. S de T est égal à 5 cosinus pt plus 0,5 en mètres. Déterminer les grandeurs suivant la pulsation du signal, son amplitude et sa phase initiale et sa phase instantanée à 0,4 secondes. Donc, en général, on a S de T est égal à A cos oméga T plus phi. Alors, si je compare les deux relations, A est égal à 5 mètres, bien sûr. Oméga T, ici on a PT, donc oméga est égal à P 3,14 radians par seconde. Phi est égal à 0,5 radians. Et la phase à l'instant
t est égal à 0,4 secondes. Je remplace ici oméga t plus phi, donc pi t plus t est égal à 0,4. Donc le résultat final, 1,76 radiens. Dernier exercice. À l'aide d'un point lié à un Weber, on éclaire la surface de l'eau avec un stroboscope de fréquence réglable NE. On remarque que la plus grande fréquence d'éclair qui nous permet d'observer l'immobilité apparente des ondes NE est égale à 60 Hz. La distance qui sépare la deuxième crête et la 12e est égale à 5 cm. Première question, trouvez la fréquence N du Weber. Deuxième question, expliquez brièvement l'immobilité apparente de l'onde. Troisième mot, quelle est la longueur d'onde? Quatrième question, quelle est la célérité de l'onde progressive? Cinquième question, comparez les vibrations des deux points S et M. Et enfin, voilà, apparente à la surface de l'eau telle que SM est égal à 4,5 cm. Pour la première question, donc ici, on observe l'immobilité apparente des ondes à NE est égale à 60 Hz. Donc, tout simplement, la fréquence du vibreur N, c'est NE, donc 60 Hz. Deuxième mot, expliquez brièvement l'immobilité. Donc, chaque crête d'onde va exactement remplacer la précédente. Donc, si T est égal à TE, donc chaque crête, par exemple cette crête-là, au bout d'un certain temps, cette crête, elle remplace la crête suivante, ou bien l'inverse. Troisième question, quelle est la longueur d'onde? On a ici, dans les données de l'exercice, que la distance 5 cm sépare la deuxième crête à la deuxième crête. Donc je fais un dessin ici. Donc 1, 2, donc la deuxième crête, troisième crête, quatrième, etc. jusqu'à deuxième crête. Donc, entre la crête numéro 2 et la crête numéro 12, il y a 10 longueurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, c'est-à-dire D est égal à 10 lambda. Donc, lambda est égal à D sur 10, c'est-à-dire 0,5 cm. Quatrième mot, la célérité d'onde progressive, donc V est égal à lambda N, c'est-à-dire V est égal, lambda, je remplace lambda par sa valeur, et N, je trouve 0,30. Et enfin, comparer les vibrations des deux points S et M, sachant que SM est égal à 4,5, donc je fais la division SM sur lambda, et je trouve 5,5. Donc, cette distance est égale à un nombre impair, c'est-à-dire on a 5, impair de demi-longueur d'onde, donc un vibre en opposition de phase avec la source S. Merci.